Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode du podcast Ça déborde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de tes succès, du succès en général, mais de tes succès en particulier et peut-être aussi des miens pour illustrer le propos avec des exemples concrets. Dans ma branche, alors peut-être que c'est biaisé par le fait que j'interagis beaucoup avec des personnes qui sont en questionnement sur elles-mêmes, qui se remettent en question, qui sont pas forcément dans des périodes de leur vie où ça va bien. Donc peut-être que c'est pas si général que ça, mais en tout cas dans mon quotidien et dans mon monde, c'est ça que je perçois. Je perçois qu'il y a énormément de focus qui vont être mis sur les échecs, le sentiment d'échec. Je crois qu'on est assez facilement enclin à regarder, et encline, à regarder là où on n'y arrive pas, là où on se trouve nul, là où on est en échec, que ce soit vrai, pas vrai, que ce soit factuel, ou que ce soit imaginaire, en tout cas dans le ressenti, c'est quelque chose auquel on a accès relativement facilement, je trouve. Quand il s'agit de regarder ce qu'on fait bien, ce qu'on sait bien faire, ce qu'on fait facilement, ce qu'on fait naturellement, là où on est doué tout simplement, eh ben c'est tout de suite vachement plus difficile. Alors l'exemple que je donne souvent quand je parle de ça, je donne cet exemple du jeu de cartes et en fait ça j'en parle quand je fais le thème. Avant de détailler les enjeux d'un thème en particulier, je prends toujours ce temps d'expliquer comment moi j'utilise cet outil pour que les personnes qui viennent faire leur thème comprennent à quoi concrètement ça va leur servir de connaître un petit peu plus qui elles sont, connaître un petit peu plus leurs enjeux inconscients et conscients à travers leur thème pour que ça serve vraiment à quelque chose en fait dans la vraie vie, que ce soit transposable. Et donc dans l'exemple que je donne, j'explique que finalement un thème astrologique c'est comme un jeu de cartes, c'est comme si c'était une donne, une main qu'on t'a distribuée à la naissance et ce sont ces cartes-là et pas d'autres avec lesquelles tu vas jouer. Donc bien évidemment, on n'a pas l'intégralité des cartes d'un jeu de cartes entre les mains. On en a un certain nombre et avec ces cartes-là, c'est avec ces cartes-là qu'on va jouer toute sa vie. Il faut imaginer que à partir du moment où on naît, du verbe naître, à partir du moment où on naît, on commence à jouer, entre guillemets, le jeu de la vie, en fait, sur Terre, de la vie humaine, tout simplement. Mais ce jeu-là, dans un premier temps, on n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément connaissance des règles, on n'a pas forcément conscience que notre manière de jouer et ce qu'on a reçu à la naissance avec notre jeu de cartes à nous, n'est pas forcément la même chose que les autres. Donc quand on commence à regarder le monde et à comparer, on compare des choses qui ne sont pas comparables, puisqu'on va comparer et observer des choses depuis notre jeu, depuis notre point de vue à chacun de nous, et on va observer et on va en tirer des conclusions par rapport à ce qu'on peut, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on connaît déjà. On ne va pas pouvoir regarder le monde sur une base qu'on ne connaît absolument pas. C'est pour ça que je dis souvent qu'on regarde le monde comme on est, et pas comme il est, mais comme on est nous. Il y a une autre phrase que je dis souvent, c'est on voit le monde, je dis que la phrase qu'on entend d'habitude, c'est moi je crois que ce que je vois. Mais en réalité, on ne voit que ce qu'on croit déjà. Sinon, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir de cette manière-là. On peut le voir qu'à travers nos connaissances, nos savoirs, nos croyances, nos valeurs, nos influences, notre éducation, etc., etc. On n'a pas tous la même vision du monde selon l'âge, l'époque, le pays, la saison. Tout ça, finalement, c'est assez subjectif. Mais on n'a pas forcément cette impression-là. Tout ça pour dire qu'on commence à jouer avec un certain jeu
à une certaine époque, dans un certain pays, dans un certain milieu, dans une certaine région, etc., etc. Et tout ça, ça fait aussi partie des cartes avec lesquelles on joue. Et ce qu'on fait à l'intérieur de tout ça, finalement, c'est pas aussi figé que ça en a l'air. Parce que quand je montre le thème à quelqu'un, enfin son thème à quelqu'un, c'est une roue avec tous les signes du zodiaque, avec les planètes qui sont je trouve pas le mot, réparties, voilà, réparties un peu partout autour, et puis il y a les maisons. Donc on voit tous ces trucs-là, et chacun va avoir un thème qui est unique, un peu comme une empreinte digitale. Donc on a tous des empreintes digitales, mais il n'y en a pas deux qui ont la même. Le thème astrologique, c'est pareil. On a tous un thème, et l'empreinte qu'il a, la manière dont il s'articule est absolument unique. Donc en gros, on a tous un jeu de cartes qui est unique. Dans ce jeu de cartes, comme je le disais avec Alexia, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, dans le jeu de cartes, on a des cartes qui sont communes à d'autres. On n'est pas le seul à avoir, je sais pas moi, un 3 de trèfle dans sa main, on n'est pas le seul. Mais un 3 de trèfle dans cette main-là, c'est ça qui va faire notre unicité. Donc l'idée, c'est de comprendre que plus on connaît son jeu de cartes, plus on connaît la valeur de toutes les cartes, plus on comprend de quoi est composé un jeu de cartes complet, mieux on connaît les règles du jeu auquel on est en train de jouer, plus c'est intéressant de jouer, ou en tout cas on s'amuse, ou on apprend. Quand on connaît absolument rien et qu'on joue, on perd. Et dans ces moments-là, on est assez souvent, on a souvent l'impression qu'on est les seuls à pas savoir ce qu'on fait. Et donc on n'ose pas en fait demander. Imaginez que vous arrivez à dans une salle où il y a un tournoi de poker par exemple. Il y a une place vide et vous vous asseyez. Mais vous asseyez, vous savez même pas ce que c'est qu'une carte à jouer. Imaginez que vous avez jamais vu ça. Vous êtes là avec vos petits morceaux de carton. Vous avez l'impression que, pour vous, tout le monde sait ce qu'il est en train de faire, ce qui déjà, au passage, n'est pas forcément vrai. Et vous allez vous asseoir. Mais trop honteux d'être le seul couillon ou la seule couillonne qui sait pas ce qu'il faut faire. Il va y avoir ce moment où on va faire genre, on va observer ce qui se passe, et puis quand tout le monde nous regarde et que ça a l'air d'être à notre tour, on jette une petite carte au milieu, et puis globalement on perd. Et dans ces échecs-là, on va bien sentir qu'on est quand même hyper nul, que c'est factuel, manifestement, on fait que perdre parce qu'on est absolument nul. À aucun moment, on se dit que peut-être juste on ne connaît pas les règles, que peut-être il suffirait de demander, mais il y a aussi cette honte d'avoir l'impression d'être qu'il aurait fallu connaître et que sûrement il nous manque quelque chose. Et c'est là où il y a des grandes hontes. Et ça fait partie des enjeux que je vais lire dans un thème, par exemple. Donc, on est là en train de jouer, on perd. Et les échecs, on les prend bien pour soi. On est bien conscient d'être à l'origine de cet échec cuisant et de ces parties de cartes qui s'enchaînent où on perd. Ça, on le prend bien pour soi et on a bien conscience d'être en difficulté, en échec, nul. On a bien conscience que vraiment, il nous manque quelque chose pour réussir. Et puis, une fois de temps en temps, parmi le hasard de la partie, il se trouve que on va gagner. Mais on n'a absolument aucune idée de pourquoi on a gagné. Et il y a bien cette conscience qu'on ne saurait pas refaire. Parce que si on ne connaît toujours pas les règles et qu'on ne comprend toujours rien, ce qui fait qu'on a gagné, il n'y a pas la conscience de ce que c'est. Donc là, concrètement, on a gagné, il y a une victoire. Mais cette victoire-là, tu vas même pas la prendre. C'est-à-dire que tu vas avoir bien conscience que tu y es pour rien, que c'est du hasard, que tu ne sais absolument pas ce que tu as fait. Et que donc, cette victoire n'a aucune valeur. Donc, je trouve que globalement, là c'est un petit peu caricatural, comme je dis souvent, je grossis le trait, j'exagère un peu les traits, sur une base de quelque chose de concret quand même, mais je grossis le trait, je fais quelque chose d'un peu caricatural pour bien comprendre en fait le principe de ce que je suis en train de dire. Donc c'est un peu caricatural, mais est-ce que tu sens à quel point assez naturellement les échecs, on les voit, on les subit, on en souffre, et à quel point on se les approprie,
on n'a aucun doute quant au fait que cet échec, c'est nous qui sommes nuls, quoi. C'est vraiment très personnel. On fait bien le lien entre l'échec et ce qu'on fait mal, ce qu'on fait trop, ce qu'on fait pas assez, ou tout ce qu'on peut imaginer qui fasse qu'on soit en échec. Et tu vois bien que quand il s'agit de gagner, ou d'être dans quelque chose ou dans une réussite, on va aussi se dire, ouais, c'était de la chance, c'était du hasard, et là, d'un seul coup, on n'est plus responsable de ce qui vient de se passer. Donc quand on échoue, on est bien responsable, et puis quand on réussit, on l'est moins. Et je trouve que quand j'accompagne, je réalise, mais même c'est valable pour moi aussi, que c'est toujours beaucoup plus facile de s'approprier sa nullité réelle ou supposée et ses échecs que ses victoires. Alors, je trouve que c'est aussi un peu ce qu'on véhicule dans l'inconscient collectif. Je trouve qu'à l'école, même si les choses bougent et qu'il y a beaucoup de prise de conscience de plein de choses, je trouve que globalement, encore une fois, je caricature un peu, je tire le trait très fort. Mais en gros, à l'école, on va pointer les matières où on est en difficulté en disant, bon allez, vas-y, bosse là quand même, c'est pas bon. Alors on va devoir passer 3 fois plus de temps sur une matière qui est moins fluide pour nous. Et on va retenir bien ces mauvaises notes. Et puis ces bonnes notes, on va dire... même de soi à soi, on peut avoir 10 bonnes notes et une mauvaise, on va avoir tendance à retenir la mauvaise. Il y a cette propension, j'ai la sensation, comme si on était câblé pour retenir un peu plus facilement ce qui se passe moins bien. Alors après, il y a des gens plus ou moins optimistes, et après, ça s'apprend aussi de pas faire exister dans la durée en ruminant les choses. On peut apprendre aussi à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Pour autant, le verre, il est rempli à moitié tout court. et ça, en fait, ça change pas, c'est juste la manière dont on va le percevoir qui va être modifiée. Donc ça s'apprend. Mais j'ai l'impression que, de prime abord, on aurait plutôt tendance à retenir ce qu'il y a de négatif. Je crois, alors je suis pas du tout une experte, donc surtout ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis et vérifiez, mais il me semble que c'est aussi une forme de fonctionnement assez naturel du cerveau qui, lui, en fait, veut nous protéger, veut qu'on survive. Et donc, pour survivre, on a plutôt intérêt à se souvenir des choses qui se passent pas bien, des choses qui sont dangereuses, des choses où on s'est fait mal, pour se protéger et ne pas reproduire la fois d'après. Là où ça s'est bien passé, c'est juste une base, il n'y a pas besoin de retenir, on n'était pas en danger, donc ça c'est ok, ça rentre même pas en ligne de compte. Je crois qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là dans le fonctionnement du cerveau, et que du coup, assez naturellement, il y a un espèce de focus un peu plus fort sur les choses qui se passent pas comme on voudrait, ou qui pourraient nous mettre en danger, ou qui nous auront fait ressentir une émotion de difficulté ou quoi. Donc c'est peut-être un biais un peu comme ça, ou peut-être que ça vient aussi d'ailleurs. En tout cas, pour ma part, quand j'accompagne, je remarque vraiment qu'il y a cette capacité assez développée à se sentir bien responsable de ce qui se passe pas bien dans notre vie et de tout ce qui est nul, et à se sentir assez étranger à tous les processus qui pourraient être bénéfiques, en mettant ça sur le compte de la chance, du hasard, des autres qui sont quand même conciliants, etc. Et c'est quand même dommage de venir s'extraire de l'équation quand il s'agit de se retrouver face à ses succès. Donc si je te demandais là maintenant de lister 10 échecs et 10 succès, je serais curieuse de savoir si tu as réussi déjà facilement à en trouver 10, et si tu as réussi plus facilement à lister 10 choses que tu te reproches, ou 10 échecs, ou 10 choses que tu pourrais porter à ton crédit, ou des réussites ou des succès. Alors après, il y a les grands succès, et puis il y a les petits succès du quotidien. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'attention quand j'accompagne les gens. Je n'arrête pas de dire que je suis une thérapeute des petits riens du quotidien, parce que je crois profondément que c'est en partant des petites choses du quotidien concret qui font notre vie finalement. C'est vraiment c'est une journée après une autre que notre vie prend son sens, que notre vie avance, et donc c'est dans les petits trucs, les petites routines, les petits trucs du quotidien que réside pour moi la clé d'un changement profond, où on verrait les résultats mais beaucoup plus tard, de manière
flagrante quand on reprend un arrêt sur image du passé, c'est comme les photos. Tu vois, si tu te prends en photo tous les jours, ou quand tu te regardes dans un miroir, mais avec le côté de la photo, tu peux revenir en arrière. Imagine que tu te prends en photo, on a souvent vu des vidéos comme ça, je suis sûre que tu en as vu passer, où quelqu'un pendant 1 an ou 2 va se prendre en photo dans le miroir tous les jours. Et en fait, si on prend les photos les unes après les autres, de la même manière que quand tu te regardes dans le miroir chaque jour, l'un après l'autre, tu te dis pas « Waouh, je suis hyper différente de hier ». On se voit pas grandir, vieillir, changer, etc. À moins de sortir de chez le coiffeur et d'être passé des cheveux très longs à une coupe très courte, où là, le changement, il saute, il est flagrant. Mais globalement, si on prend les traits de ton visage, tu te vois pas changer. Si tu te prenais en photo tous les jours, tu te verrais pas te modifier. Mais si d'un seul coup, tu peux regarder 1 an en arrière sur une photo figée, il y a 1 an, et que tu la mets à côté de la photo du matin même, là, d'un seul coup, quand tu les rapproches, tu vois la transformation qu'il y a pu avoir. Et c'est un peu pareil quand on fait une thérapie et quand finalement, par des petites choses au quotidien qui sont absolument pas flagrantes sur le moment, et tout d'un coup, à un moment donné, quand on s'arrête et qu'on fait un arrêt sur image à l'instant où on est et qu'on regarde en arrière sur un arrêt sur image d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Là, on voit en fait tout le chemin parcouru et à quel point toutes les petites choses qu'on a mis en place les unes après les autres ont transformé radicalement les choses. Donc ça s'apprend. Et ça s'apprend de regarder aussi ses succès, les choses qu'on sait bien faire. Et par pitié, arrête de croire que ce que tu fais bien, c'est juste normal et que du coup, ça n'a pas de valeur parce que c'est trop évident, le mot que je chasse le plus. Alors ce qu'on me répond en général, c'est non mais quand même il y a des évidences genre mon chéri c'était trop une évidence, donc c'est beau. Oui c'est beau parce que ça a été dit. Si ça avait été juste une évidence dans ton cœur et que tu n'avais rien fait et qu'il s'était rien passé, ça aurait été une évidence certes mais il se serait rien passé. Une évidence elle est belle à partir du moment où on met des mots dessus. Donc j'ai rien contre les évidences en réalité. Mais ce qui me chagrine avec les évidences c'est que souvent c'est tellement évident pour soi qu'on ne met pas de mots dessus. Et c'est là où, du coup, c'est diabolique comme truc. Donc, quand c'est trop évident, on ne voit pas la valeur que ça a, parce que c'est trop évident. J'en reviens à mon éternel Obélix avec sa force surhumaine qui, depuis son point de vue à lui, dans sa réalité à lui, c'est une force tout à fait normale, puisque c'est sa normalité à lui, c'est son quotidien, il est comme ça. Et c'est difficile pour lui d'imaginer ce que ça pourrait être que d'avoir une force physique plus normal. Donc lui se sent profondément normal, comme tout le monde se sent normal, alors qu'en fait il est exceptionnel sur ce point-là. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas exceptionnels à d'autres endroits, mais on va tous être capable de voir ce qu'il y a d'exceptionnel chez l'autre, et on va avoir beaucoup de difficultés à réaliser ce qui est exceptionnel chez soi. Déjà parce qu'on nous apprend quand même globalement, encore une fois, même si les choses changent, on nous apprend quand même que d'être fier de soi, c'est quand même c'est manquer d'humilité, que d'être fier de soi, c'est vouloir se la péter et rabaisser les autres, que c'est pas parce qu'on réussit quelque chose facilement ou bien qu'il faut s'en vanter. Il y a tous ces espèces de croyances qui sont quand même très généralisées. C'est comme les émotions, ça va 2 minutes... c'est pas toujours bien vu. Alors encore une fois, les choses changent et tant mieux. Mais il y a un peu comme ça de l'inconscient collectif et qui pèse et qui va nous empêcher de regarder ce qu'on fait de bien et là où on est fier de soi et où on nous apprend quand même à pas trop la ramener quoi. Voilà, c'est un peu ce truc là. Ça la ramène pas, t'es bon en maths, tu vas pas en faire un plat quoi. Donc un peu ce truc là d'apprendre à minimiser ou à trouver juste ça normal quand on est bon quelque part. Et si je reprends l'exemple de l'école, il y a un peu ce côté de « Ouais, mais t'as des cartons en maths, par exemple. Ouais, mais en français, t'es super bon. » Et qui va te dire que, malgré tout le temps et l'énergie que tu consacres aux maths pour essayer de remonter ta moyenne, et au final, ça veut dire que quand tu travailles et que tu t'acharnes et que tu mets beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts à un endroit, tu t'améliores. Même dans une matière où t'es nul, où tu te sens nul en tout cas, où c'est plus difficile, où c'est carrément moins fluide, c'est les maths, c'est moins bien.
Enfin, je donne l'exemple des maths, mais ça peut être tu es bon en maths et puis les langues, bon, c'est plus compliqué. Je vais rester sur mon exemple des maths. Bon, c'est dur les maths, mais à force de travail, on a peut-être la moyenne ou peut-être même 12 ou 13 et c'est vachement bien en partant d'un truc où on se prenait des cartons et on était nul. Et ben tout ce temps-là que tu emploies là où t'es pas bon et là où c'est pas fluide pour toi, et ben c'est du temps que tu peux pas mettre là où ça coule de source. Et tu vas te retrouver avec des super bonnes notes en forçant à peine dans d'autres manières. Et qui va venir te valoriser à cet endroit-là ? Qui te dit mais c'est incroyable qu'en consacrant le moins de temps à cette matière, ce soit celle où tu as le plus de résultats. C'est hyper important d'avoir conscience de ça parce que imagine 2 secondes, si tu t'autorisais ou si à un moment donné tu choisissais de mettre autant d'énergie, de travail, de concentration, de temps sur une matière où sans tout ça, t'es déjà bon. Mais qu'est-ce que tu serais extraordinaire! Et surtout, qu'est-ce que ce serait valorisant parce que tu mettrais ton temps et ton énergie à faire quelque chose que tu aimes. Et si tu as déjà fait une activité, que ce soit professionnelle ou un loisir ou peu importe, une activité que tu adores, tu peux y passer des fois des heures et t'as pas vu le temps passer. Et du coup, ça t'a à peine fatigué parce qu'il y a quelque chose qui a été nourrissant et qui t'a rempli d'énergie parce que ça remplit de joie, parce que c'est fluide, parce que c'est agréable, parce que du coup, c'est génial. Et ben si on apprenait à regarder un peu plus là où on a du succès, là où on est bon, là où on a réussi, là où c'est fluide, et qu'on choisissait de trouver un métier ou une branche ou de créer son propre métier qui mettrait ça au centre de tout, mais ce serait l'épanouissement et la réussite. Et pas dans un truc de je suis meilleur que les autres et j'écrase tout le monde, juste parce qu'on est juste bien à sa place. Et donc c'est hyper important de savoir regarder quels ont été tes succès. Alors, j'ai réfléchi à ça pour moi et il y a dans ce que je considère comme des grandes réussites ou des grandes sources de joie ou des grands succès, il y a toujours un peu les grandes étapes de vie. Les premiers succès, c'était de réussir à l'école, d'avoir des bonnes notes, d'avoir eu mes diplômes, d'avoir eu mon bac, mon IUT, ma licence. Bon, quand on voit ce que j'en ai fait, ça me fait une belle jambe, mais parce que je ne travaille pas du tout, pour rappel, si tu le sais pas, j'ai un bac plus 3 en compta-gestion. Donc tu me diras, ça m'aide quand même dans le fait que finalement j'exerce sous le statut d'entrepreneur, mais j'ai pas du tout pris cette voie-là et je me retrouve à finalement aller déterrer ces compétences-là que j'ai eues à un moment donné, bien que des diplômes datant de 2004 et 2005, 20 ans plus tard, n'ont sûrement plus beaucoup n'existent plus vraiment à l'intérieur de ma tête, et c'est beaucoup trop vieux comme savoir, surtout que j'ai jamais vraiment bossé dans ces branches-là, donc c'est un savoir qui s'est perdu, mais peu importe. Voilà, j'avais réussi. J'ai eu mon permis de conduire, bon je l'ai eu qu'à 21 ans parce que j'y suis allée en pleurant et que je voulais absolument pas conduire et que ma mère m'y a emmenée contrainte et forcée parce que habitant dans des petits bleds en Bretagne, si t'as pas de voiture, tu peux pas faire grand chose. Donc c'était hyper important que j'ai mon permis et j'étais fière de moi quand j'ai obtenu mon permis. Donc il y a des moments comme ça où on va savoir fêter, où on va savoir mettre à l'honneur. J'ai eu aussi la joie et d'avoir réussi à rester avec mes enfants jusqu'à ce que le plus petit soit scolarisé. Je suis restée 5 ans auprès de mes enfants, c'était quelque chose que je voulais faire et que finalement j'ai réussi à faire. Alors je dis pas que j'ai réussi comme si je suis la meilleure des mamans et que c'était tout rose cette période-là, mais j'ai réussi dans le sens où c'était ce que je souhaitais vivre et c'est ce que j'ai vécu. Il y a aussi le fait que je sois avec mon mari depuis bientôt 20 ans. Au mois de juin, ça fera 20 ans que je suis avec mon mari, du haut de mes 41 ans. J'ai pratiquement fait la moitié de ma vie auprès de lui. Et c'est absolument pas linéaire ni tout rose, et c'est quelque chose que je porte dans mon cœur comme un succès parce que c'est quelque chose que j'entretiens, quelque chose sur lequel je mets de l'énergie, quelque chose qu'on a fait évoluer, et le fait d'être ensemble aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'on construit, qui bouge, qu'on remet en question, et je trouve aussi que ça, c'est quelque chose que j'essaye de porter à mon crédit, d'être capable de me remettre en question et d'aider dans le cœur de mon travail, d'aider les gens qui viennent me voir ou qui écoutent le podcast ou qui me suivent sur Instagram, de donner cet élan de se remettre en question sans
regarder ça sous un prisme de bon, je suis une grosse nulle ou un gros nul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe mieux? C'est pas ça l'idée, ça veut pas dire ça, se remettre en question. Alors si je peux te donner un conseil et une piste, essaye de faire un peu la liste des grandes choses comme ça qui sont assez indéniablement des succès ou que tu as ressenti comme tels sans trop forcer. Et tu peux aussi chercher dans les petits riens du quotidien. Qu'est-ce que c'est tes succès? Qu'est-ce que c'est les choses que tu as réussi à mettre en place? Mais dans des petits trucs du quotidien. Moi, là, tout de suite, spontanément, je pense à mes balades du matin. Alors, il y a des périodes où je le fais plus que d'autres, où j'ai plus ou moins de motivation. Mais dès que je le fais, je sens vraiment que c'est comme une forme de succès parce que déjà, je m'autorise, parce que j'ai construit un quotidien dans lequel je peux aller me balader le matin si j'ai envie, ou je peux aller me balader en plein milieu de la journée si j'ai envie. Moi, je viens de lire un post sur Instagram qui parlait des choses qui sont vraiment géniales quand on est à son compte par rapport à ce qu'on nous vend. Alors elle disait un peu la caricature de tu vas gagner 10 000 euros par mois en travaillant à Bali et en bossant 3 heures par jour, et elle dit en vrai les gros succès qu'elle listait d'être à son compte, c'était que le fait que la poste soit ouverte entre 16h37 et 16h52 le mardi exclusivement, nous on s'en fout parce qu'on peut y aller. Si on a besoin, on peut y aller. De pas avoir besoin de quémander une journée ou une demi-journée de congé pour aller à un examen médical ou à un rendez-vous quelconque. Et c'était comme ça, je trouvais que c'était tellement parlant, ces petits trucs du quotidien qui sont des vraies joie, des vraies victoires, des vraies choses qui comptent, parce que ça fait partie de ce fameux quotidien. Et donc, moi, quand je suis dans ma caravane, je me sens tellement en joie et je me dis que j'ai réussi à créer une activité qui me ressemble, que j'ai réussi à la faire évoluer au fur et à mesure, qu'elle va encore être amenée à évoluer au fur et à mesure que moi j'évolue, que pour l'instant je suis très bien à travailler comme ça, mais que je suis en train de voir aussi pour travailler de manière aussi dématérialisée et peut-être de proposer des formats différents que à la séance au fil du temps, même si j'adore ça et que je compte garder cette activité. J'ai aussi envie de construire des accompagnements sur des temps donnés, avec un vrai cheminement où on peut aller dans les profondeurs parce que la personne sera prête à s'engager pour 3 mois, 6 mois, je verrai, mais pour qu'on puisse faire un vrai travail de fond et une vraie collaboration pendant un temps donné avec quelque chose d'une relation privilégiée. Donc tout ça, c'est des choses que je m'autorise et c'est des moments où je me sens fière. C'est aussi ça que tu peux chercher si tu fais la liste. C'est quoi les petits trucs et les grands trucs qui font que tu es fière de toi ? Et oublie à un moment là où tu es moins fier et là où tu te trouves plus nul. Essaye de regarder là où tu te dis putain, j'ai quand même de la chance. Essaye de re-regarder ce truc-là sur lequel tu dis que tu as de la chance et de regarder qu'est-ce que tu as fait, comment tu as contribué toi concrètement si tu te réintègres à l'équation. Quelle a été ta contribution à arriver à ce succès-là ou cette joie-là ou ce truc qui t'épanouit. Pose-toi la question comme ça et fais une liste des choses que tu fais bien, des choses que tu aimes faire, des choses qui te mettent en joie et dont tu es fier. Et ensuite, tu pourras aussi... c'est aussi ça qui va faire que tu vas gagner en autonomie. Alors pourquoi je dis ça d'un seul coup ? Parce que j'étais en train de regarder les cartes que j'ai tirées pour cet épisode et j'ai tiré la carte de l'autonomie avec la petite phrase qui est « J'agis, je passe à l'action ». Et la carte de tarot, c'est le pendu. Et donc le pendu, c'est une jeune femme qui est... Alors ça fait un peu yoga aérien, moi qui ai testé ça il n'y a pas longtemps. Elle a le bas du dos jusqu'au genou, en fait, dans un espèce de foulard, de ruban assez large, un genre de hamac qui lui prend du bas du dos jusqu'au genou, et en fait elle est complètement à la renverse, elle a la tête en bas et elle retient ses pieds, elle a les jambes pliées, elle retient ses pieds. Bon, t'iras voir, c'est pas si simple de décrire une image. Sur Instagram, je mettrai les photos. Donc sur l'autonomie, c'est un feu, on voit du petit bois avec une flamme, et il y a plein d'étincelles, et au milieu, j'ai l'impression qu'il y a comme un bandeau avec des pointillés et ça m'évoque une route. Alors, je ne sais pas si c'est ça, c'était ça l'intention dans l'illustration, mais je vois comme une forme de route, de chemin qui se dessine parce qu'il y a ce feu qui s'allume, parce qu'il y a cette action qui se met en place et que finalement,
C'est en étant dans sa pleine puissance et dans son autonomie qu'on peut aussi mettre des choses en place. Et le pendu, ce que je vois là, c'est de regarder les choses sous un autre angle, c'est d'avoir la tête complètement à l'envers, de regarder la situation dans l'autre sens. Et que finalement, parfois, en changeant de point de vue, il y a une espèce de lumière qui irradie et il y a quelque chose de lumineux qui en ressort alors que la situation n'a pas changé, mais ta perception, elle a changé. Comme je disais tout à l'heure, entre le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, le fait est que le verre, il est à moitié rempli, tout simplement. Il y a la moitié. À toi de voir si tu focalises sur le vide ou si tu focalises sur le plein. Et ça, c'est quelque chose que tu peux te regarder faire. Et si tu apprends à regarder les choses sous un autre angle, si tu apprends tes échecs, ça ne veut pas dire qu'il faut les nier ou tes difficultés et qu'il ne faut pas en tenir compte. C'est juste que dans cette histoire un peu d'équilibrer le regard et d'équilibrer les choses, ok, c'est important de regarder là où tu as envie de t'améliorer. C'est tout à fait... c'est bien aussi de vouloir s'améliorer. Mais, pour autant, c'est important de savoir regarder là où on est bon, là où on est doué, là où on est fier. Parce que ça existe aussi et que finalement, dans une réalité, on peut regarder différents éléments. Et c'est là où notre focus est que ça va devenir réel. Yann, qui m'a formée, dit toujours là où la conscience est, l'énergie est. Si tu mets ta conscience sur tes échecs, l'énergie va être là et ils sont réels. Tu peux très bien, moi la première, il y a une liste de choses dans lesquelles j'ai échoué, où je me suis trouvée nulle et où je me trouve encore nulle aujourd'hui. Ça existe, mais c'est pas l'intégralité, ça ne me résume pas finalement. Il y a aussi des choses qui se passent bien. Il y a aussi des choses qui sont positives. Et l'idée, c'est d'apprendre à regarder aussi ses succès. Donc je te souhaite de faire une jolie liste de tes succès. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.